Je suis Hélène Duguézou, je vis dans les monts d'Arrée, les montagnes usées de Bretagne, et je suis raconteuse d'histoires. Oh, Barbara, il pleut sans cesse sur Brest comme il pleuvait avant, mais ce n'est plus pareil et tout est abîmé. C'est une pluie de deuil terrible et désolée. Ce n'est même plus l'orage de fer, d'acier, de sang, tout simplement des nuages qui crèvent comme des chiens qui disparaissent au fil de l'eau sur Brest et vont pourrir au loin, très loin de Brest, dont il ne reste rien. Reconstruite sur un champ de ruines fumantes, Brest reste une ville suppliciée dont ici parle Jacques Prévert dans Paroles en 1946. Une ville suppliciée à laquelle la folie des hommes a volé sa mémoire. Il n'était pas rare, dans les années 60 à 70, d'entendre les anciens se déplacer dans cette ville rutilante qu'ils peinaient à s'approprier en superposant mentalement le plan d'hier sur celui d'aujourd'hui. Ils ne se rendaient pas, par exemple, rue Michelet, mais rue Michelet, anciennement rue Fautras, tout comme ils traduisaient la valeur des choses en ancien franc. Le langage des vieux Brestois semblait donc codé, inaccessible dans le rétroviseur de leur mémoire, et il semblait normal aux plus jeunes de ne rien reconnaître de leur propre ville sur les documents d'archives et les films d'avant-guerre, comme Remorque de Grémillon, et dont les scènes brestoises sont tournées en 1939. Dans ce pays de Léon, un pays de dentelles de Kersentite et de pierres de Logona sculptées, de sublimes enclos paroissiaux, de magnifiques manoirs, de crossettes iconoclastes et de fontaines sacrées, Brest-la-Blanche bétonnée semble encore aujourd'hui une incongruité urbaine étonnée. À l'aune des abscisses et des ordonnées de son plan géométrique qui permet aux coups de vent d'ouest mugissant dans le goulet de s'engouffrer énergiquement dans l'axe principal, rue de Siam puis rue Jean Jaurès, Brest invoque une mémoire cicatricielle. Ses portes oubliées, ses remparts disparus, et interroge les bâtiments survivants des cataclysmes guerriers comme économiques. Ancienne prison de Pontagnoux, mythique rue de Saint-Malo, bâtiment dit au Lion, et plateau des Capucins désertés par la Royale, entre tentation muséale et propension moderniste. Tel un phénix protéiforme, la ville renaît de ses cendres, encore et encore. Brest n'est toutefois pas sans histoire, avec un grand H, ni sans histoire, avec un S, les unes alimentant l'autre et vice-versa. La duchesse Anne et la bataille navale de la Cordelière, la belle Tamisier dans un recouvrance interlope, Vidocq et le bagne de sinistre mémoire, Berthe Silva et les trémolos de ses roses blanches, l'incroyable affaire policière dite roman de la bague dont témoigna Maurice Leblanc dans un opus d'Arsène Lupin, l'abracadabrantesque et sulfureuse espionne nazie Lydia Oswald, ou encore l'austère Henri Kefelec, auteur du rugueux recteur de l'île de Sein. Tous composent en petites touches impressionnistes le tableau singulier d'une ville que beaucoup jugent attachante. Les légendes aussi ont leur place, décalées mais authentiques, dans ce décor urbain du mi-temps du XXe siècle, comme celle, par exemple, des 7 saints, du nom d'une église oubliée, vraisemblablement antérieure au XVIe siècle, érigée en paroisse par Henri II, désacralisée par la Révolution et dévorée par les flammes en 1841. Sans qu'aucun Allemand, Américain ou Anglais n'y soit pour rien. On raconte qu'il y a bien longtemps, bien avant la dernière guerre et celle d'avant, sans doute au Moyen Âge, il y a plus de 5000 ans, comme le situe un petit garçon de ma connaissance du haut de ses 7 ans, vivait dans le hameau de Saez-Croaz à Landévennec un forgeron talentueux, homme tonitruant, bon compagnon de fête, amateur de chansons à boire, mais un décrottable mécréant. Sa pure et tendre épouse était son portrait antonyme.
Douce et discrète, modeste et pieuse, ennuyeuse aussi peut-être, mais là n'est pas la question au fond. La jeune femme se rendait chaque jour à l'abbaye de Landévennec pour y entendre la messe. Fondée au Ve siècle par saint Guénolé, cette puissante abbaye, dont l'immense rayonnement culturel dépassait largement le Léon et la Cornouaille, abritait en son scriptorium de jolis moines bénédictins, grands intellectuels, talentueux copistes, immenses artistes et beaux garçons pour la plupart, ce qui ne lassait pas de rendre furieusement jaloux le forgeron, persuadé que sa pieuse épouse était davantage séduite par les moignillons que par les saintes écritures qu'ils enluminaient. Il lui en fit amèrement reproche, et la jeune femme, outragée, drapée dans sa dignité, clamant son innocence avec autant de conviction qu'elle revendiquait la pureté de sa foi, lui rétorqua qu'il pouvait être assuré de sa vertu, aussi vrai qu'elle assurait pouvoir porter en ses blanches mains le soc de charrue que son mari façonnait de rage dans le feu diabolique de la forge. Eh bien, porte donc ce soc au moine, éructa son époux courroucé, la prenant au mot et lui jetant dans les bras le soc incandescent. Quittant la forge, la femme, belle et droite, sans gémir ni verser une larme, se rendit à l'abbaye distante d'une demi-lieue, le soc grésillant sur ses avant-bras laiteux. On cria au miracle. Le soc fut conservé par les moines et exposé entre deux statues de saints dans l'église de l'abbaye, peu comme on le ferait d'une relique. Il y resta jusqu'à la Révolution, car on sait bien que les révolutionnaires ne respectaient pas grand-chose, et certainement pas cette preuve de pure piété. Bref, quelque temps après ce remarquable miracle, la jeune femme, bénie par son créateur, ou ignorante de la méthode Gino, coucha le même jour de 7 jolis jeunes garçons. Fort mécontent de l'arrivée soudaine sous son toit de ces 7 bouches vagissantes et gloutonnes, soupçonnant une entourloupe divine après le coup d'éclat du soc, le forgeron, à qui on ne la faisait pas à l'envers, ravit les bébés, les plaça dans un pétrin, les porta à l'anse de Penforne, où se trouve aujourd'hui le cimetière de bateaux de la Marine nationale, et les confia, non sans quelque arrière-pensée peu charitable, aux ondoiements de l'Aulne. Bon débarras, se prit-il sûrement à penser, alors que sa progéniture s'éloignait de la bordure du quai, s'il vous plaît. Le pétrin vogua vers le Fou, où des habitants furent pris de pitié pour les petits passagers de cet étrange vaisseau qu'ils proposèrent de recueillir. Mais les bébés, très précoces, c'est évident, les remerciant toutefois car ils étaient polis également, déclinèrent l'offre, prédisant au passage que la forêt du Crânou fournirait jusqu'à la fin des temps le plus beau bois d'œuvre de tout le pays. Dans la forêt du Crânou, jamais bois ne manquera. Ils reprirent ensuite leur navigation erratique, profitant du voyage pour grandir et prier, pensant ne saurait mentir. On raconte encore, au sillon des Anglais, les avoir entendus chanter des cantiques comme un chœur d'anges sublimes. L'étrange esquif passa d'Aoulas, où les enfants prédirent aux habitants que leur bois du Garce ne vaudrait bientôt plutôt rien, ce qui, affirme-t-on, se vérifie encore, et que leur ville péricliterait au profit de Brest. Là encore, force est de constater que la fratrie avait vu juste. Les enfants dans le pétrin, et qui s'en sortaient donc plutôt jusque-là pas mal, traversèrent bientôt la rade sur la mer Jolie, avant de s'échouer enfin sur la grève au pied du château de Brest, à l'embouchure de la Pinfeld. Les Brestois les recueillirent chaleureusement et les installèrent du mieux qu'ils purent sous un toit qui était modeste, cette petite fratrie épuisée. Les 7 frères ne survécurent malheureusement pas à cette épuisante navigation, et des anges vinrent les emporter vers un paradis qu'ils avaient chèrement gagné. Ni une ni deux, on érigea donc une église en mémoire des 7 jeunes âmes, qu'on béatifia promptement, mais localement. On ne sait rien de ce qu'il advint du forgeron et de sa femme, si mal mariés, mais on peut penser qu'ils dépassèrent cette crise conjugale en adultes responsables.
Pure spéculation de ma part.